Chers amis, bonjour. Nous sommes le 3 février 2025 à 23 heures pour moi, 16 heures pour Maurice qui est en Hongrie, à Budapest. C'est mon deuxième entretien de la journée avec la septième Circo des Français de l'étranger. Bonjour Maurice, comment vas-tu? Bonjour Marc, je vais très bien. Et toi? Ça va très bien. Alors, ça fait plaisir de te revoir. On s'est déjà vu il n'y a pas très longtemps, fin décembre à Hong Kong, lors d'un dîner. On a parlé de la Chine, entre autres. Et ensuite, on s'est revu en entretien en visio. Et là, voilà un deuxième entretien. On va plutôt parler de la France-Afrique. Euh, voilà, c'est avec plaisir. D'ailleurs, on avait parlé lors de notre dîner. J'avais quelques petites questions à te poser. Tu avais parlé de Dominique Villepin, comment il avait un petit peu saccagé la relation France-Afrique. Je vais revenir sur ça et plus généralement sur voilà, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, je connais très peu l'Afrique, la France-Afrique. Je vais plutôt t'écouter en fait, je vais te dire, ben, dis-nous tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir pour des gens qui sont en Asie, expatriés ou partout dans le monde, qui ne connaissent pas grand-chose à la France-Afrique? Bon, d'abord, pour donner une certaine légitimité à mon intervention sur le sujet, je rappelle que j'ai été pendant 4 ans, j'ai dirigé pendant 4 ans les affaires francophones au Quai d'Orsay. Et la francophonie, le cœur de la francophonie, c'est justement les pays, d'Afrique francophone. Ensuite, j'ai été pendant 3 ans conseiller spécial du ministre de la Culture et de la Francophonie. Et là, encore une fois, je me suis occupé de tous ces pays-là. Et enfin, j'ai été ambassadeur au Burkina Faso pendant 4 ans. Donc, j'ai une certaine légitimité pour parler de la question africaine. La France-Afrique, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est une dimension qui, en général, un aspect qui, d'une manière générale, est occulté dans les médias. Lorsqu'on parle de la France-Afrique, on parle toujours des valises qui circulent, de la corruption, toujours des aspects extrêmement négatifs sur cette relation sans avoir aucun recul historique. Donc, faisons d'abord un recul historique bref. Euh, Revenons au début des années 60, au moment de la décolonisation. Le général de Gaulle avait fait organiser des référendums dans tous les pays africains de l'Empire français. La question qui était posée était très simple. Voulez-vous accéder à l'indépendance dans le cadre d'une association avec la France? Les réponses furent quasiment un plébiscite. Tous les pays africains ont répondu massivement oui, à l'exception d'un, la Guinée, qui voulait de l'indépendance, son indépendance, mais hors de l'association avec la France, parce que la Guinée avait décidé de se situer dans le giron de l'Union soviétique. Bien. Alors, ce qui est important dans cette question, c'est association avec la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le début même de la France-Afrique. L'idée était que ces jeunes nations, il fallait les aider, les accompagner pour qu'elles puissent prendre leur destin en main. Parce que du jour au lendemain, elles étaient indépendantes et il fallait les aider à mettre en place des États, des administrations, des gouvernements avec des ministères, pour que ces nouveaux dirigeants puissent diriger leur pays, tout simplement. Mais Euh, Maurice, est-ce que je peux t'interrompre une seconde? oui, Il n'y a pas eu ça pour le Vietnam et le Cambodge. Il n'y a pas eu de relation France, quelque chose que Asie juste après la décolonisation. oui, non, Si. mais avec le Vietnam, la situation politique est très différente. En 1954, la France a perdu la bataille de Dien Bien Phu. En 1955, la France s'est retirée de l'Indochine, c'est-à-dire du Vietnam, du Laos et du Cambodge. La page était terminée et ce sont les Américains qui se sont substitués à la France. C'est D'accord. l'Amérique de la France. Donc, la question est complètement différente. En revanche, l'Afrique, c'est différent, puisqu'il n'y a pas eu de guerre, il y a eu un référendum, Un retrait euh, volontaire. la délocalisation est un processus pacifique, donc on est dans un autre schéma, justement dans le schéma de France-Afrique que je vais essayer de décrire d'une manière assez synthétique pour ne pas perdre trop de temps. Donc il fallait aider ces jeunes États à prendre leur destin en main et on avait mis en place tout un dispositif de coopération pour répondre à cet objectif. On a créé, par exemple, pour la formation
de l'encadrement des cadres supérieurs des administrations africaines, un institut qui s'appelait Institut international d'administration publique, qui donc formait ces administrateurs africains. On avait placé dans, dans les États et dans les ministères quantité de conseillers qui étaient là pour aider les ministres, les directeurs d'administration centrale, les directeurs adjoints et les sous-directeurs d'administration centrale à prendre les bonnes décisions qui n'étaient peut-être pas particulièrement aptes à le prendre à ce moment-là. Et puis, surtout, ce qui était aussi important, c'est que les grands domaines comme la santé, l'éducation et l'agriculture, qui était un héritage de la période coloniale, un héritage d'ailleurs qui était loin d'être négligeable. Je saisis cette occasion pour rappeler que en 1960, au moment de la décolonisation, un pays comme le Mali, par exemple, qui est un des pays les plus pauvres de l'Afrique francophone, le PIB du Mali était supérieur au PIB de la Malaisie, tu vois. Donc ça montre bien que l'héritage colonial était très très loin d'être négligeable sur le plan économique et sur le plan social. Les, 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 le, la santé publique se portait très très bien, le système éducatif était élevé, et donc tout cela, il fallait le conserver pendant la période d'indépendance. Il ne s'agissait pas d'abandonner tous ces acquis. Et pour faire bref, on envoyait des cohortes de coopérants, et pour cela, on disposait d'un vivier important de jeunes diplômés qui faisaient leur service militaire et qui demandaient de faire la coopération. On appelait ces jeunes-là les volontaires du service national, les fameux L'équivalent VSN. du VIE, VIA maintenant. Voilà, et qui sont devenus VNA maintenant. Bon, ces VSN, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine agricole, étaient envoyés en Afrique de manière massive. Et par exemple, dans l'éducation, on avait des instituteurs qui se trouvaient dans la brousse, de même que les médecins qui se trouvaient dans la brousse pour animer les, 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 les centres de santé publique, de sorte que pendant toute cette période de coopération avec la France, les secteurs essentiels sociaux étaient maintenus. Santé, je rappelle, santé, éducation, et puis également l'agriculture. Bon, les États, évidemment, les administrations, évidemment, ont commencé à fonctionner correctement. Donc ça, c'est un raccourci rapide que je fais sur le début de la France-Afrique, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, bien entendu, mais là, c'est pour comprendre, c'est pour placer, situer le problème. Ensuite, les choses ont changé en 1990 avec le discours de La Baule à la conférence franco-africaine de La Baule. En 1990, François Mitterrand, président à l'époque, lance un pavé dans la mare en disant tout simplement à ses pairs africains que maintenant l'aide publique au développement française n'était plus un but, qu'elle était conditionnée à la mise en place de la démocratie, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme. Alors, pourquoi ce changement? D'ailleurs, j'ai assisté à cette conférence, j'étais à Paris à l'époque, et les chefs d'État africains étaient éberlués. Ils ne comprenaient plus ce qui se passait, ils avaient l'impression que leur ciel leur tombait sur la tête. Mais bref, c'était le nouveau cas de la coopération France-Afrique. Contextualisons la situation. 90, c'était quoi? 90, c'était la fin, la chute du mur de Berlin, un an avant, puis la dislocation de l'Empire soviétique. Et donc, l'Amérique était sortie vainqueur de la guerre froide, réunie en Occident une euphorie extraordinaire. Aux États-Unis, rappelons-le, le politologue Fukushima disait que c'était la fin de l'histoire. On avait atteint le paradigme, on avait atteint le niveau le plus élevé de la civilisation. La démocratie dans le domaine politique et le libéralisme et le capitalisme financier dans le domaine économique. Et l'Amérique était devenue la grande puissance mondiale qui dominait le monde
et elle avait lancé donc, le processus de globalisation. Pour qualifier cette nouvelle Amérique, Hubert Védrine avait forgé le mot de hyperpuissance, qui remplaçait le mot de superpuissance. Euh, Alwyn Albright, qui était la secrétaire d'État américaine à l'époque, avait forgé aussi un nouveau concept qui était celui de l'Amérique, la nation indispensable. L'Amérique était indispensable au monde, pour le monde. Donc vraiment, les Américains étaient sur un petit nuage. Alors, ils ont imposé leurs règles dans le monde entier. Et ces règles, on les résume dans un, dans un concept qui s'appelle le consensus de Washington. Et le consensus de Washington imposait l'établissement, la diffusion, la propagation dans le monde entier de la démocratie, de l'état de droit et, et des droits de l'homme sur le plan politique. Et puis sur le plan économique, évidemment, libéralisme, privatisation à outrance, etc. etc. Alors évidemment, Mitterrand, qui était un atlantiste bien connu, a suivi les instructions de Washington et a appliqué le consensus de Washington dans les relations entre la France et l'Afrique. Ça a été, les conséquences ont été comment dirais-je, c'était un tremblement de terre. Alors, les États africains se voyaient obligés d'organiser des élections, le multipartisme, parce que tous les États africains, dans la très grande majorité, c'était l'unipartisme. On sortait de la guerre froide. Et d'ailleurs, pendant la guerre froide, la France avait bien joué son rôle, puisque elle était le gendarme de son précaré. Elle avait empêché l'Union soviétique de s'immiscer et de répandre le marxisme, le communisme dans le précaré français. Donc c'était de ce point de vue-là aussi un succès, du point de vue de la sécurité militaire. Donc on a vu dans nos États africains, ils se sont sentis obligés d'organiser des élections, de créer des partis nouveaux. Alors dans certains États, certains pays, il y avait 10, 12, 15, d'autres 20 partis. C'est souvent des partis qui proposaient sur des origines ethniques ou religieuses, mais rien à voir avec le parti politique tel qu'on les connaît en Europe. Et donc, toutes les énergies, toutes des élites africaines étaient centrées sur ce travail démocratique au détriment, en quelque sorte, du développement économique. Bien. Euh, alors, l'état de droit, les violations des droits de l'homme, tout ça, il fallait également, en dehors de la mise en œuvre pratique, et il fallait les aider pour cela, il fallait aussi les propager, former, éduquer les Africains et singulièrement la jeunesse académique universitaire africaine à ces nouveaux concepts. Alors, du coup, la coopération française a changé, complètement changé. On n'était plus là pour faire le développement tel que je l'expliquais précédemment. On était là pour leur apporter la nouvelle religion. Et tout ça, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Et puis aussi une autre idée qui avait été imposée à ce moment-là, c'était qu'il fallait recourir à la société civile. C'est d'où la création de centaines d'associations, d'ONG qui se voyaient toutes ayant une vocation humanitaire. Alors le business humanitaire s'est développé évidemment sur les crédits de l'État, bien sûr, et chaque association, chaque ONG venait avec son projet, une pour creuser un puits dans un village, une autre pour construire des latrines dans une école, une autre pour construire une classe dans une école, tout ça dans le désordre le plus total, dans une incohérence complète. On crée des écoles, mais il n'y a pas d'enseignants, ou quand il y a des enseignants, il n'y a pas de matériel scolaire. Bref, les associations prenaient leurs pieds à développer leurs activités et à s'amuser à faire ce que j'appelais, moi, du tourisme humanitaire. Les universités créent des masters pour former des humanitaires. Sciences Po crée également un master pour former des humanitaires. Bref, il y avait une filière professionnelle nouvelle qui était créée pour les jeunes Français qui voulaient faire de l'humanitaire. Bon, très rapidement, voilà comment ça se passait. Et alors,
le dispositif de la coopération française a dû s'adapter. Et il s'est tellement adapté qu'il a fallu, on en est arrivé, si je puis dire, à détruire tout ce qui avait été construit pour la France-Afrique pré-discours de la Baule, avant le discours de la Baule, à l'époque en réalité gaulliste et gaullienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que sous la cohabitation Balladur-Mitterrand, pour aller plus loin dans la mise en œuvre de cette nouvelle politique africaine, on a d'abord supprimé l'IAP, l'Institut international d'administration publique, a été fermé, supprimé. On a supprimé le ministère de la coopération, qui était le ministère des Africains, parce que les chefs d'État africains, quand ils venaient à Paris en visite de travail, ils allaient rendre visite, ils allaient à l'Élysée, bien sûr, mais ils allaient aussi toujours au ministère de la Coopération rencontrer le ministre de la Coopération. C'était leur ministère. Quant aux ministres qui venaient très très souvent à Paris pour travailler, ben, ils allaient évidemment au ministère de la Coopération, qui était considéré comme leur ministère. Et le ministère de la Coopération était doté d'un budget très important et qui a été évidemment supprimé avec la suppression de ce ministère. Dans cela, il y avait une guerre intestine administrative franco-française. Le Quai d'Orsay a toujours été un petit peu jaloux de voir le ministère de la Coopération jouer un rôle de premier plan avec l'Afrique. Donc, il fallait banaliser cette relation. On a banalisé la relation avec l'Afrique francophone. On a élargi très massivement avec les relations avec l'Afrique non francophone, c'est-à-dire anglophone et lusophone. Le Quai d'Orsay a puisé les moyens du ministère de la Coopération qui étaient supprimés pour faire face à cela. Et puis en plus, on a créé une agence de développement qui s'appelle l'Agence française du développement pour jouer dans la cour des grands comme les anglo-saxons qui ont également leur agence. L'AFD est devenue une agence assez dotée financièrement et surtout qui bénéficie d'ailleurs toujours d'un statut administratif assez indépendant, assez autonome de l'État. Résultat, elle fait plus ou moins ce qu'elle veut. Bien. Donc, ça a été un démantèlement total de toute la structure sur laquelle reposait la France-Afrique et qui avait connu à un moment un certain succès. Alors moi, je terminerai par cela, moi, quand j'étais ambassadeur à Ouagadougou, il a fallu évidemment que je présente cette nouvelle religion occidentale qui est la démocratie, l'état de droit, etc., aux jeunes universitaires burkinabés, parce qu'ils se posaient beaucoup de questions. Ils ont connu la période précédente, ils ont vu l'après, ils ne comprenaient pas grand-chose. Et donc, je suis allé faire une intervention au sein de l'université de Ouagadougou. Et puis, après mon intervention, évidemment, vient le moment des questions-réponses. Et je m'attendais évidemment à cette question. Un étudiant me dit, Monsieur l'ambassadeur, tout ça c'est très bien, on est d'accord là-dessus, démocratie, état de droit, droit de l'homme, tout ça c'est très bien, on est tout à fait d'accord, mais voilà le problème, c'est que la démocratie, ça ne nourrit pas. Boum. Alors ça, c'est la réflexion choc qui explique d'une manière claire et simple l'échec de la France-Afrique. On a tout fait sauf le décollage économique de nos pays francophones. Après des décennies de coopération, ils en sont toujours au stade du sous-développement qu'on appelle en voie de développement, parce que c'est une litote qu'on aime bien maintenant. On ne dit pas que les gens sont aveugles, on dit qu'ils sont des malvoyants. Eh bien, c'est pareil. Les Africains ne sont pas sous-développés, ils sont en voie de développement. Or, à ce moment-là, au début des années 2000, il y avait un chef d'État africain qui s'appelait le président Ouad, président du Sénégal, qui avait présenté un plan qu'on appelait alors le plan Ouad et qui était plein de bon sens et qui visait et qui posait la question suivante, comment faire pour développer l'Afrique? Et il apportait un plan. Et dans ce plan, l'élément essentiel, c'était la création des infrastructures. Parce que s'il n'y a pas d'infrastructures dans un pays, s'il n'y a pas de routes, s'il n'y a pas d'autoroutes, s'il n'y a pas de chemin de fer
de, 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 de réseau ferroviaire, pardon, s'il n'y a pas d'aéroport, s'il n'y a pas de port quand on est quand on a une façade maritime, eh bien, il ne peut pas y avoir de développement. Et le lien économique, il est toujours sud-nord, nord-sud, c'est-à-dire entre les anciennes colonies et la métropole. Donc, il fallait briser ce lien nord-sud, le sud-nord, et faire en sorte que les pays africains puissent commercer et développer leur économie entre eux, intra-régionaux, et ainsi accéder au développement économique par eux-mêmes. Et ainsi attirer les investisseurs étrangers pour développer également leurs économies. Eh bien, ce plan WAD, il a tout simplement été mis dans les tiroirs. En France, à Paris, personne ne s'intéressait à ce plan. En revanche, au début de l'année 2000, apparaît une autre coopération avec l'Afrique qu'on appelle la coopération sino-africaine. C'est la Chine-Afrique. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate, je ne sais pas si les Chinois ont pris le plan WAD, je n'en sais rien. Mais ce que je peux dire, c'est ce qu'ils ont fait exactement ce que le plan WAD euh, demandait. Ils ont C'est-à-dire, copié-collé sans... voilà, ils sont arrivés et ils ont construit les infrastructures qui manquaient aux pays africains. Et puis, ils ont investi dans les économies africaines massivement, de manière très importante. Et du coup, maintenant, on assiste à un début de développement en Afrique. Et maintenant, les pays africains méritent effectivement le titre de pays en voie de développement. Et L'échec de l'Afrique, pour en terminer, il est économique. S'ajoute à cet échec économique la déconfiture sécurité, sur laquelle on en a déjà beaucoup parlé, puisque maintenant, la France, on lui a demandé de retirer ses bases militaires, parce que c'est un échec de sécurité. tu parles du Sénégal, entre autres? Non, pas du Sénégal. Il y a le Burkina Faso, il y a le Mali, il y a le Sénégal, il y a le Niger, il y a la Côte d'Ivoire. C'est un retrait total de la présence militaire française. Il ne reste plus que le Gabon, et puis peut-être une petite base encore en Côte d'Ivoire. Mais pour le reste, c'est un retrait total. Donc ça veut dire que l'échec, il est sur le plan économique, incapacité de provoquer le décollage économique de ces États, et sur le plan sécuritaire, incapable d'assurer la protection de ces États, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement économique s'il y a une instabilité politique et sécuritaire. Et qu'est-ce qui a fait qu'on s'est désengagé économiquement, qu'on n'a pas fait ce que les Chinois ont fait? Pourquoi Et personne s'y intéressait? parce qu'on avait une autre idée de la relation avec l'Afrique. On était là pour leur vendre la nouvelle religion. On n'était pas là pour leur apporter la croissance économique. On était là pour leur dire, ben, il faut que vous soyez des bons démocrates. Il faut que vous mettiez en place un état de droit. Il faut que vous respectiez les droits de l'homme. Vous voyez, dans l'idéologie. Et les aides publiques au développement sont conditionnées à cela. Et puis, il y avait l'UFMI et la Banque mondiale qui étaient là, qui jouaient les gendarmes. Si la Banque mondiale, par exemple, n'octroyait des aides que dans le respect de cette religion. Le FMI accordait des crédits, si tu veux, que si, sur le plan économique, tous ces États-là se lançaient dans des privatisations. Donc, ils privatisaient le reste de ce qu'ils avaient. Et évidemment, la privatisation profitait à qui? Profitait aux grosses entreprises occidentales, parce que les Africains n'avaient pas les capitaux nécessaires, les entreprises africaines n'avaient pas les capitaux nécessaires pour pouvoir gagner les appels d'offres qui étaient faits pour privatiser telle ou telle filière de coton ou de je ne sais quoi d'autre. Bon. Donc, ça a été un dépeçage complet de l'économie africaine au nom de ces bons principes occidentaux. Ok. Et quel était le rôle de Villepin là-dedans? Parce que tu en parlais pendant le Là, dîner. ben oui, ben de Villepin, il était le chef d'orchestre de tout ça, puisque à l'époque, il était le directeur de cabinet d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères. Donc, toute cette opération dont j'ai tracé rapidement les choses tout à l'heure, c'est-à-dire la suppression du ministère de la coopération, l'absorption des crédits de la coopération
par le Quai d'Orsay, la suppression de l'IAP, la création de l'AFP. Bon, ben, de Villepin, il était à la manœuvre, mais il était à la manœuvre sous la direction du Premier ministre, Balladur, et puis du ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé. Balladur, d'ailleurs, à l'époque, envisageait aussi de supprimer le franc CFA. Mais on n'a pas osé aller jusque-là. Et maintenant, on est sur le point de supprimer le franc CFA, mais à la demande des Africains cette fois-ci, non plus à l'initiative française. Et qu'en est-il de Mayotte? Qu'est-ce qu'on fait de Mayotte? Ah ben Mayotte, c'est autre chose. Mayotte, c'est un C'est pas département la français. France-Afrique, mais bon. Ah ben non, c'est pas la France. Territorialement, il y en a qui disent que ça, enfin, qui voudraient que ça le devienne. Non, bon, écoute, Mayotte est un département français. À ce titre, il doit être défendu. Défendu en particulier de la subversion migratoire. C'est quelque chose de fondamental. Apparemment, il y a beaucoup de trous dans le filet. Apparemment, on ne met pas tous les moyens pour venir au secours de ce département. Et puis, moi, si j'étais dans les affaires encore, je dirais que puisqu'on a été obligé de céder des bases en Afrique, eh bien, il faudrait installer une base à Mayotte. Une base à Mayotte qui permettrait d'abord d'assurer la sécurité, d'aider en fait à contrôler également l'immigration. Et puis cette base aurait un rôle géostratégique important à jouer, compte tenu de la situation géographique de Mayotte. En tout cas, on conserve Mayotte. Ah ben oui, il faut conserver Mayotte, parce que si tu commences à démailloter, si je peux faire ce jeu de mots, tout va partir. euh, Tout notre outre-mer va partir. La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, euh, les îles éparses, toutes nos îles sont extrêmement convoitées dans le monde. Or, aujourd'hui, plus que jamais, on constate quoi? On constate tout simplement qu'après de longues décennies de total désintérêt pour des terres déshéritées, tout d'un coup, maintenant, avec Trump, on se rend compte que toutes ces terres déshéritées deviennent des terres géostratégiques, avec l'Arctique, par exemple. Bon. Mais les îles, qu'est-ce que c'est que les îles? Ben, les îles, ce sont des territoires euh, qui possèdent des richesses halieutiques considérables qu'on n'exploite pas assez, à mon avis. Des richesses halieutiques, des richesses minérales qu'on n'exploite pas du tout. Et aujourd'hui, de plus en plus, la Chine, la Russie, les États-Unis lorgnent sur toutes ces richesses sous-marines. Il est temps que nous nous intéressions à nos territoires d'outre-mer, parce que la France, peu le savent, nous sommes la deuxième puissance maritime mondiale. Nous avons la plus grande superficie d'exclusivité maritime mondiale. Et dans ces zones d'exclusivité maritime reposent des richesses minérales considérables et une richesse halieutique énorme que nous n'exploitons pas. Donc, je pense qu'il vaut mieux s'occuper de nos propres territoires d'outre-mer plutôt que toujours aller foutre notre nez maintenant en Afrique où là, on ne veut plus de nous. C'est une réalité. Les Africains ne veulent plus de nous, du moins sur le plan de la sécurité. Sur le reste, si on revient avec des investissements, il n'y a aucun problème. L'Afrique n'est pas fermée à la France, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Mais sur le plan militaire, on ne veut plus de nous. Donc, nos militaires feraient mieux de protéger nos territoires d'outre-mer qui sont en réalité menacés. La Chine lance la Nouvelle-Calédonie. L'Australie lance la Nouvelle-Calédonie. Le Mexique lance nos îles qui sont proches du Mexique. Le Brésil, la Guyane, etc., etc. Il faut changer complètement de stratégie et s'occuper maintenant de la France hexagonale et de la France ultramarine. Alors, qu'en est-il de l'Algérie? C'est d'actualité, ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, l'Algérie, oui, effectivement, c'est d'actualité. Bon, écoute, l'Algérie, c'est un problème extrêmement compliqué. Il s'est passé quelque chose récemment qui m'a terriblement déçu. Il y a une loi un projet de loi qui avait été déposé à l'Assemblée nationale sur
mettant fin à l'accord de 1968 avec l'Algérie. Bon. Eh bien, ce projet de loi n'a pas pu être adopté parce qu'il manquait 38 voix. Et sur ces 38 voix, il y avait 40 députés RN qui étaient absents. C'est-à-dire que si ces 40 députés RN avaient été présents, on peut penser qu'ils auraient voté pour la suppression de cet accord de 1968 et on aurait du même coup changé, tourné un petit peu la page avec l'Algérie. Or, cet accord de 68 maintenant perdure, continue, et évidemment, c'est un, c'est un nœud de vipère pour la France parce qu'on accorde par cet accord des privilèges que dont les Algériens bénéficient et qu'ils utilisent à juste titre. On leur donne un privilège. Pourquoi ne les utiliserait-ils pas? Et cet accord de 68, eh bien, il n'a pas été supprimé à cause de l'absence de 40 députés RN. Oui. Et Tu as eu ceci, plus d'informations sur ce sujet. On m'a dit que, bon, voilà, il y avait quelques excuses, il ne savait pas, il pensait que c'était perdu d'avance, il n'allait pas avoir la majorité. Ça, c'était en 2023, en fait. C'était pas en 2024, c'était en décembre 2023, c'était il y a un petit moment déjà. oui, quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'excuse dans cette affaire. Un sujet aussi important, et lorsqu'on est RN, qui a une position très particulière sur l'immigration, n'est-ce pas? On ne se permet pas, de dire, ah ben, on ne savait pas, c'est pas la peine, ça ne va pas passer. Okay, on participe et on fait tout pour que ça passe. Ils n'ont pas participé, ça n'a pas passé. Ils auraient participé, ça aurait passé. Qu'est-ce qui empêche les députés aujourd'hui ou dans les prochaines semaines à faire la même proposition de loi, à refaire cette proposition? Là, voilà, Vous pourrez le faire. il pourrait très bien faire une nouvelle proposition de loi. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un projet de loi ou une proposition de loi, mais effectivement, le RN pourrait faire à nouveau cette proposition de loi. Le problème, c'est que Proposition, je la, crois que ça venait des LR, de mémoire. alors, les LR, voilà, rien ne les empêche de faire une nouvelle proposition de loi. Hein. Et ils ne le font pas, ils ne le font pas. Bon, c'est comme ça. Hein. Ouais. Si on revient en arrière dans un cadre encore plus hypothétique, à l'époque, est-ce que De Gaulle a bien fait de laisser tomber l'Algérie? Ah, mais ça, c'est toujours le grand sujet. Un peu une tarte à la crème. Ça Oui, fait alors, penser à ça parce que j'ai eu je connais des gens qui me disent qu'ils n'aiment pas De Gaulle à cause de ça, il eh aurait pas bien, dû abandonner l'Algérie. Qu'est-ce que tu leur oui, dis? je comprends très bien tous ceux qui étaient pour l'Algérie française et évidemment tout ce qu'on appelle les pieds noirs, hein, ils étaient plus d'un million euh, en Algérie. Et pour eux, quitter l'Algérie, c'était en quelque sorte presque mourir parce que c'était leur pays. Donc ils ont souffert dans leur chair dans cette affaire dont ils ont eu l'impression, ils ont vécu le sentiment d'avoir été trahis. Parce que quand le général de Gaulle avait dit «je vous comprends», c'était une formule extrêmement ambiguë. Je vous ai Euh, compris. je vous ai compris. Certains avaient compris que c'était l'Algérie française, qui devait être française, et d'autres avaient compris que c'était la fin de l'Algérie française et que ça devait être l'indépendance. Bien. Mais le général de Gaulle est un homme visionnaire. Il savait très bien, s'il n'y avait pas ce risque, il aurait gardé l'Algérie, parce que l'Algérie, elle, est, elle, est, elle était, elle demeure un petit peu encore d'ailleurs, je crois, elle était charnellement française, l'Algérie. Tous les Algériens, plus ou moins, quelque part, ils se sentaient français. Non. Mais s'il a décidé cela, il y avait deux raisons principales. La première, c'était sur le plan international. La France ne pouvait plus continuer à être une puissance coloniale parce que l'Union soviétique et les États-Unis tapaient sur la France tous les jours. Donc la France, à un moment ou à un autre, il fallait qu'elle décolonise et que, en ayant décolonisé, elle puisse véritablement lancer une grande politique étrangère, ce qu'a fait le général de Gaulle, et il n'aurait pas pu la faire s'il avait conservé l'Algérie. Bon, première chose. Deuxième chose, c'est que, comme il disait, si on avait gardé l'Algérie, eh bien, ça aurait été Colombey les deux mosquées. C'est une formule du général de Gaulle, celle-là, ce n'est pas une formule nouvelle. Il avait très bien vu l'effet démographique que cela faisait, et bien entendu, un jour ou l'autre, les Français d'origine algérienne ou musulmane d'origine algérienne auraient élu un président de la République d'origine algérienne, d'origine musulmane. Donc ça, il voulait l'éviter.
Et il avait raison, puisque le problème se pose aujourd'hui, maintenant. Oui, peut-être que ça va arriver quand même, hein. Oui, peut-être que ça va arriver, j'en sais rien. Non, je n'espère pas quand même, mais je veux dire, il y a ce risque, il y a ce risque, et on ne peut pas ne pas mettre au crédit du général de Gaulle d'avoir prévu cela. Tu Mm. vois. Et donc, euh, le regroupement familial, c'était un coup d'estoc donné par Giscard d'Estaing dans cette affaire. Donc, le regroupement familial, il faut le supprimer. Or, on voit bien que personne aujourd'hui ne propose de supprimer le regroupement familial, aucune proposition de loi dans ce sens. Deux, l'accord de 68, pareil, c'est-à-dire que tout le monde voit bien le problème, mais personne ne prend les décisions qui permettraient de diminuer la gravité du problème. Ok. Bon, on est à peu près une demi-heure là. Comment on peut voir l'avenir? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure la présence française en Afrique? Qu'a fait Macron? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Comment on se situe par rapport aux Chinois, mais aussi aux Russes? Il y a beaucoup d'intérêts russes en Russie, en Afrique, je crois. Alors aujourd'hui, les Africains, enfin, depuis l'année 2000, depuis le début du XXIe siècle, les Africains ont des alternatives. Avant, ils n'avaient pas d'alternative. Ils étaient, pour le monde anglophone, ils étaient avec leur métropole anglophone. Pour le monde francophone, ils étaient avec leur métropole francophone. Bon, c'était les relations nord-sud que j'ai décrites tout à l'heure. Depuis, ils ont des alternatives qui s'offrent à eux. Il y a évidemment la Chine qui a investi, continue à investir énormément en Afrique sur le plan économique. Il y a l'Inde, il y a le Brésil, il y a la Turquie. Donc maintenant, il y a beaucoup de partenaires pour les Africains et c'est une bonne chose pour les Africains. Je ne vois pas pourquoi, dans la mondialisation, les Africains ne bénéficieraient-ils pas des atouts de la mondialisation et qu'ils sortent de cet étau nord-sud dans lequel ils ont été trop longtemps coincés. Sur le plan sécuritaire, maintenant, c'est la Russie qui commence à vouloir jouer un rôle important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Premièrement, que sur le plan économique et financier, l'Afrique est un continent immensément riche en raison de ses gigantesques richesses minérales et pétrolières, pétrolières. Donc c'est un continent d'avenir. L'Europe a besoin de ces richesses minérales et de ces énergies. La France, bien entendu. Et donc on a intérêt, malgré la débat que nous venons de connaître, l'aspect positif de tout cela, c'est que si on veut bâtir une nouvelle relation avec l'Afrique, eh bien, il faut repartir à zéro et c'est pas plus mal parce qu'on va abandonner les mauvaises habitudes, on va partir sur des bonnes habitudes et il faudra y aller avec des entreprises. Ce sont les entreprises françaises qui doivent aller conquérir les marchés africains et non pas l'État français qui, avec son aide publique au développement, a, a, a reçu un cuisant échec parce que l'aide publique au développement a montré ses limites et son incapacité à provoquer le décollage économique. Donc, les entreprises françaises doivent y aller sur le plan économique et financier, investir, ouvrir des usines et gagner de l'argent en Afrique avec les Africains. Bien. La sécurité. Les Russes veulent nous remplacer. Au fond, c'est pas si mal, c'est pas plus mal. S'ils font bien le boulot, s'ils assurent la sécurité des États africains, s'ils arrivent véritablement à éradiquer le terrorisme et s'ils arrivent par leur présence militaire à assurer la stabilité politique nécessaire au développement économique, bien bravo Moscou, rien à dire. Et nous, ça nous décharge. Pourquoi? On n'a pas vocation à assurer la sécurité en Afrique. On l'a fait parce que les circonstances politiques nous ont demandé de le faire. On l'a fait. Maintenant, on veut plus de nous. Qu'on s'en aille, c'est bien, et qu'on fasse autre chose avec nos militaires. On n'en a pas tant que ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait redéployer nos forces militaires pour protéger notre ultramarin. Ok, très bien. Ben, très intéressant. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, conclure, reconclure? Non, il n'y a pas de conclusion. Je souhaite que les nombreux Français qui sont en Afrique, parce qu'ils sont très nombreux en Afrique, les Français, je souhaite que les nombreux Français qui sont en Afrique puissent écouter ce que je viens de dire, parce que malheureusement, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, Hmm. de ce consensus de ceux de Washington, qui a conduit à un tournant.
de la relation entre la France et l'Afrique et que il ne faut pas que l'on reste avec cette image extrêmement nocive et toxique d'une relation franco-africaine fondée sur les valises qui circulent et sur la corruption. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et maintenant, ben, l'avenir, il faut maintenant le réécrire en nouvelle année. Très bien. Merci beaucoup, Maurice. Et à très bientôt pour d'autres sujets. Ciao. Bye bye.